Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une seule phrase, lancée comme un crachat au visage, a failli détruire mon rêve, et comment j'ai transformé cette humiliation en la plus grande force de ma vie. Cette phrase « Retourne dans ton pays », beaucoup d'entre nous l'ont entendue ou ont eu peur de l'entendre. Mais ce qui est arrivé à l'homme qui me l'a dite et ce que je suis devenue après ce jour-là va vous surprendre, peut-être même vous choquer. Ce n'est pas une histoire de vengeance, non, c'est bien plus que ça. Alors, avant de plonger dans mon passé, je vous demande juste une petite chose. Si vous voulez soutenir des histoires comme la mienne, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour me donner la force de continuer. Votre soutien est mon moteur. Je m'appelle Kenza. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, mais mon histoire en France a commencé il y a 10 ans. J'avais donc 24 ans quand j'ai atterri à Lyon, le cœur battant la chamade, rempli d'un mélange de peur et d'excitation. Je venais de Casablanca, au Maroc. Là-bas, j'avais laissé ma famille, mes amis et l'odeur réconfortante de la cuisine de ma grand-mère, Mayema. C'est elle qui m'a tout appris. Mon rêve n'était pas extravagant. Je ne voulais pas devenir millionnaire. Je voulais simplement ouvrir une petite pâtisserie, un lieu qui me ressemblerait, un endroit où je pourrais marier la générosité des gâteaux au miel et aux amandes de mon enfance avec la finesse et la technique de la pâtisserie française. J'imaginais déjà les éclairs au safran, les macarons à la rose et à la fleur d'oranger, les financiers à la pistache. C'était mon obsession, mon projet de vie. Ce savoir-faire, c'était mon héritage, mon seul véritable trésor. En arrivant à l'aéroport de Saint-Exupéry, avec mes 2 valises pour toute fortune et des économies qui semblaient s'évaporer à chaque facture, j'ai senti le poids de la solitude. Lyon, la capitale de la gastronomie. C'était une évidence pour moi. Je devais commencer ici. Pendant des semaines, j'ai arpenté la ville, envoyé des dizaines de CV, essuyé des refus polis ou des silences pesants. Et puis, un jour, un appel. La pâtisserie du Bois, une institution du 6e arrondissement, voulait me voir. En arrivant devant, j'ai eu le souffle coupé. La boutique était d'une élégance intemporelle, avec sa façade ancienne et ses gâteaux en vitrine qui ressemblaient à des œuvres d'art. J'ai pensé, ça y est, Kenza, ta chance a tourné. C'est le début de ton rêve. L'entretien s'est déroulé dans un petit bureau à l'arrière, qui sentait le sucre glace et l'arrogance. Monsieur Dubois était un homme d'une 60aine d'années, impeccable dans son costume, mais son regard était glacial. Il a parcouru mon CV d'un air dédaigneux. « Pâtisserie marocaine », a-t-il lâché avec un petit sourire en coin. « C'est très folklorique, mais ici, jeune fille, on fait de la vraie pâtisserie. » J'ai senti mes joues brûler. Chaque mot était une petite claque. Il m'a proposé un poste, mais pas celui que j'espérais. Pas dans le laboratoire, non. Un poste à la vente, au service et au nettoyage. Il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? On verra plus tard pour l'atelier, si vous faites vos preuves. Ce plus tard sonnait faux, mais j'étais à court d'argent et de solutions. J'ai ravalé ma fierté, j'ai esquissé mon plus beau sourire, et j'ai accepté. Je l'ai même remercié chaleureusement. Mes journées commençaient bien avant le lever du soleil, dans un minuscule studio à Villeurbanne où le chauffage fonctionnait mal. Le trajet en métro était une épreuve, une plongée dans la fatigue collective de ceux qui se lèvent tôt pour des boulots ingrats. À la pâtisserie, mon premier contact n'était pas avec l'odeur des croissants dorés, mais avec celle, âcre, de l'eau de Javel. Mes tâches étaient claires, faire briller les vitrines, balayer le sol, servir des cafés à des clients qui me voyaient à peine, et surtout faire la plonge. Des montagnes de plaques de cuisson, de moules, de fouets, tout ce qui avait servi à créer les merveilles que je n'avais pas le droit de toucher. Monsieur Dubois ne m'appelait jamais par mon prénom. J'étais la jeune fille, ou, pire encore, il disait à ses employés « Demandez à la Marocaine ». Le laboratoire,
Le cœur battant de la boutique m'était interdit. Une simple porte vitrée me séparait de mon rêve, et c'était une torture quotidienne. Je voyais les commis faire des erreurs que j'aurais pu éviter. Je sentais à l'odeur quand une crème anglaise était sur le point de tourner. Une envie folle de frapper à cette porte et de crier « Laissez-moi juste vous montrer » me dévorait de l'intérieur. Mais je restais silencieuse, mon éponge à la main, le sourire figé aux lèvres. Chaque soir, je rentrais chez moi épuisée, les mains abîmées par les produits de nettoyage, et j'appelais ma mère en lui mentant, en lui disant que tout allait bien, que j'apprenais tellement de choses. Ce mensonge était presque aussi lourd à porter que le mépris constant de mon patron. Les semaines sont devenues des mois. L'automne a peint les feuilles des platanes de Lyon en or et en rouille. Puis l'hiver est arrivé, glacial et humide. Un froid qui semblait s'infiltrer non seulement sous mon manteau trop fin, mais aussi dans mon cœur. Ma routine, elle, ne changeait pas. 5 heures du matin, le métro, l'odeur de javel, la plonge. Le sourire commercial que je devais afficher pour les clients devenait de plus en plus lourd à porter. Parfois, je croisais le regard d'une cliente, une femme élégante qui achetait pour 50 € de gâteaux sans même y penser, et je me demandais si elle voyait la vraie personne derrière mon tablier. Voyait-elle mes mains abîmées, mes yeux fatigués? Ou n'étais-je qu'une partie du décor, un automate programmé pour dire « Bonjour, merci, bonne journée ». Dans le laboratoire, il y avait une jeune commis, Amélie. Elle avait à peine 20 ans, sortie tout droit de l'école. Elle n'avait pas la passion, pas cette flamme que je sentais brûler en moi. Pour elle, la pâtisserie était un métier, pas un art. Je la voyais faire des erreurs, des choses que ma grand-mère m'aurait interdit de faire. Elle ne respectait pas les temps de repos de la pâte. Elle était brutale avec les blancs en neige. De ma place, derrière la porte vitrée, je murmurais pour moi-même les corrections. Je mimais les gestes justes. C'était une torture silencieuse. Amélie avait le droit de faire des erreurs, d'apprendre, de gâcher de la marchandise. Moi, je n'avais même pas le droit d'essayer. Monsieur Dubois passait parfois derrière elle, lui donnait une petite tape sur la joue en disant « Allez ma petite, on se concentre », avec une indulgence paternelle qu'il ne m'avait jamais montrée. Cette différence de traitement me rongeait. Ce n'était pas de la jalousie envers Amélie. C'était un sentiment d'injustice profond, un cri silencieux qui disait « Moi aussi je suis capable. Donnez-moi juste une chance. » Puis, au printemps, une opportunité a semblé se dessiner. La pâtisserie avait reçu une commande énorme, la plus importante de l'année. Le buffet de dessert pour la réception annuelle d'un grand cabinet d'avocats de la ville. C'était une question de prestige. La tension était palpable. Le chef pâtissier, un homme habituellement calme, était sur les nerfs. L'atelier tournait à plein régime. On m'avait demandé de faire des heures supplémentaires, non pas pour aider en cuisine, bien sûr, mais pour nettoyer derrière eux, pour que l'atelier reste impeccable malgré le chaos. Pendant 1 semaine, j'ai vécu au rythme de cette commande. J'ai nettoyé des montagnes de matériel, j'ai vu passer des litres de crème, des kilos de chocolat fin, des fruits frais magnifiques. Et au fond de moi, une petite lueur d'espoir s'est allumée. Je me suis dit, Kenza, sois irréprochable, travaille plus dur que tout le monde. Il va bien finir par le voir. Avec cette pression, ils auront peut-être besoin d'une paire de mains en plus, même juste pour pocher des choux. Le jour J est arrivé. C'était la panique. Tout devait être prêt pour 18 heures. L'une des pièces maîtresses du buffet était une centaine de sphères en sucre filé, délicates et transparentes, qui devaient être posées sur des entremets au chocolat. C'est une technique très difficile, qui demande une grande maîtrise de la température du sucre. Et c'était Amélie qui en avait la charge. Je la regardais faire, le cœur serré. La première tournée a été un désastre. Le sucre était trop chaud, il a cristallisé, formant des masses opaques et jaunâtres. Le chef pâtissier a poussé un juron. Il était occupé sur les finitions des gâteaux et ne pouvait pas tout faire. Il a dit à Amélie de recommencer, la voix sèche. La deuxième tentative fut encore pire. Le sucre a brûlé, dégageant une odeur âcre de caramel amer qui a envahi l'atelier. C'était la catastrophe. Il ne restait plus beaucoup de temps. J'ai vu la panique dans les yeux d'Amélie, les larmes qui commençaient à monter. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué.
Je n'ai pas réfléchi. C'était plus fort que moi. J'ai posé mon seau et ma serpillière. J'ai marché d'un pas décidé. J'ai franchi la porte vitrée du laboratoire. Le chef m'a regardé, surpris, mais n'a rien dit, trop occupé à crier sur un autre commis. Je me suis approchée d'Amélie, qui sanglotait presque. Doucement, mais fermement, j'ai pris la casserole de ses mains. « Laisse-moi faire », j'ai murmuré. Sous le regard médusé des autres employés, j'ai jeté le sucre brûlé, nettoyé la casserole en un éclair, et j'ai recommencé. J'ai travaillé à l'instinct. Je n'avais pas besoin de thermomètre. Je reconnaissais la bonne température à la couleur, à la façon dont les bulles éclataient à la surface. C'était un savoir-faire ancestral, celui que ma grand-mère m'avait transmis. En quelques minutes, j'ai filé le sucre en un dôme parfait, fin comme de la soie, brillant et ambré. Un silence s'est fait dans l'atelier. Le chef pâtissier m'a regardé, bouche bée. J'avais réussi. J'ai senti une bouffée de fierté m'envahir. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus la femme de ménage. J'étais une pâtissière. C'est à ce moment précis que M. Dubois est entré dans l'atelier. Il n'a pas vu le désastre évité. Il n'a pas vu la sphère de sucre parfaite. Il n'a vu qu'une seule chose. Moi, la petite Marocaine, les mains dans le sucre, à un poste qui n'était pas le mien. Son visage est devenu rouge de colère. Il a traversé l'atelier à grandes enjambées. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sa voix a claqué comme un coup de fouet. Avant que quiconque puisse expliquer, il m'a attrapé par le bras. « Votre place n'est pas ici. Votre place est avec une serpillière à la main. Qui vous a donné la permission de toucher à mon matériel ?» Il criait si fort que des postillons volaient. J'étais paralysée, humiliée devant tout le monde. J'ai essayé de bégayer une explication, mais il m'a coupé net. Il m'a pointé du doigt, le visage déformé par la haine, et a hurlé la phrase qui s'est gravée au fer rouge dans ma mémoire. « Je ne veux plus jamais vous voir ici. Si vous n'êtes pas contente de votre place, il n'y a qu'une chose à faire, retournez dans votre pays. » Le silence qui a suivi sa phrase a été plus violent que les cris eux-mêmes. Un silence lourd, pesant, où personne n'osait bouger ni respirer. Les visages de mes collègues étaient un mélange de pitié et de peur. Personne n'a pris ma défense. Je ne leur en voulais pas. Ils avaient leur propre travail à protéger. J'ai senti le bras de M. Dubois lâcher le mien avec dégoût, comme s'il venait de toucher quelque chose de sale. Je suis restée figée une seconde, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Mon regard a croisé celui d'Amélie, qui avait les larmes aux yeux, murmurant un pardon inaudible. J'ai hoché la tête, non pas pour lui pardonner, mais pour signifier que j'avais compris. J'ai fait demi-tour, sans un mot. Je suis allée à mon casier, j'ai enlevé mon tablier qui sentait la sueur et l'humiliation, j'ai pris mon sac et je suis partie. J'ai traversé la boutique la tête haute, même si à l'intérieur j'étais en miettes. J'ai poussé la porte et le froid de la rue m'a giflé, me ramenant brutalement à la réalité. J'étais au chômage. J'étais seule. Et sa phrase tournait en boucle dans ma tête. « Retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. » Le trajet de retour vers Villeurbanne a été un cauchemar éveillé. Je marchais comme un automate, sans vraiment voir les rues élégantes de Lyon, les gens qui riaient aux terrasses des cafés. Pour la première fois, cette ville que j'avais choisie, que j'avais rêvé de conquérir avec mes gâteaux, me paraissait hostile, étrangère. Chaque regard que je croisais me donnait l'impression de voir le même mépris que dans les yeux de M. Dubois. Était-ce vrai ? Étais-je invisible pour tous ces gens, sauf pour leur rappeler que je n'étais pas d'ici ? Arrivée dans mon petit studio, j'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle, le corps tremblant. Et là, j'ai craqué. Toutes les larmes que j'avais retenues, toute la frustration, toute la rage et toute la tristesse accumulée pendant des mois ont explosé. Je me suis laissée glisser jusqu'au sol et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour la petite fille à Casablanca qui rêvait de la France.
J'ai pleuré pour la jeune femme de 24 ans qui était arrivée pleine d'espoir. J'ai pleuré pour l'humiliation publique, pour l'injustice de la situation. J'ai pensé à ma famille. Comment allais-je leur annoncer ça? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas leur dire que l'homme pour qui je travaillais m'avait jeté dehors comme une malpropre. L'idée de rentrer au Maroc, de faire mes valises et d'admettre ma défaite m'a traversé l'esprit. C'était la solution la plus simple. Abandonner. Après tout, Monsieur Dubois avait peut-être raison. Ma place n'était peut-être pas ici. Je suis restée assise sur le sol froid pendant des heures, je crois. La nuit est tombée sans que je m'en aperçoive. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas lui parler. Elle aurait tout de suite entendu à ma voix que quelque chose n'allait pas. Et puis, au milieu de mon désespoir, une autre voix s'est élevée dans ma tête. C'était celle de ma grand-mère. Je me suis souvenue d'une chose qu'elle me disait toujours quand je ratais une recette. « Ma petite Kenza, ce n'est pas le four qui est trop chaud. C'est toi qui n'as pas encore appris à danser avec le feu. » Cette phrase a résonné en moi. Danser avec le feu. Monsieur Dubois venait de m'envoyer le feu en plein visage. Allais-je me laisser brûler ou allais-je apprendre à danser avec? Lentement, une autre émotion a commencé à remplacer la tristesse. La colère. Une colère froide, pure, puissante. Non, je ne retournerai pas dans mon pays. Pas comme ça, pas sur un échec. Je n'allais pas donner cette victoire à Monsieur Dubois. Je n'allais pas le laisser avoir le dernier mot sur ma vie et mes rêves. Je me suis relevée, les jambes faibles mais le dos droit. J'ai séché mes larmes avec rage. Je suis allée dans ma petite cuisine. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti le vieux carnet de recettes de ma grand-mère. Les pages étaient jaunies, tachées de beurre et de miel. Je l'ai ouvert et l'odeur de mon enfance m'a envahi. J'ai compris à cet instant que je n'avais pas besoin de la pâtisserie Dubois. Je n'avais pas besoin de son laboratoire high-tech, ni de sa validation. Tout ce dont j'avais besoin, je l'avais déjà. Mes mains, ce carnet, et un feu sacré qui venait de se rallumer en moi. Mon rêve de pâtisserie n'était pas mort. Il allait juste changer de forme. Si les portes des grandes boutiques m'étaient fermées, alors j'allais créer ma propre porte. Je n'avais presque plus d'argent. J'avais un loyer à payer et un titre de séjour qui dépendait d'un emploi. La peur était là, bien réelle, tapie dans l'ombre. Mais pour la première fois, la détermination était plus forte que la peur. Je n'allais pas simplement survivre. J'allais lui montrer, et surtout, me montrer à moi-même, de quoi la petite Marocaine était capable. Ma nouvelle vie commençait maintenant, dans cette cuisine minuscule, avec un carnet de recettes et une colère transformée en carburant. Le lendemain matin, la colère était toujours là, mais elle s'était transformée en une énergie glaciale et précise. La première chose que j'ai faite a été de regarder mon compte en banque. Le chiffre qui s'affichait était ridicule. Après avoir payé mon loyer et envoyé un peu d'argent à ma mère, il me restait à peine de quoi vivre 3 semaines. 4, si je ne mangeais que des pâtes. L'urgence de la situation m'a frappée en pleine poitrine. Mon titre de séjour étudiant, que j'avais réussi à transformer en titre de séjour salarié grâce au contrat chez Dubois, était maintenant un compte à rebours. Sans travail, sans fiche de paie, je savais que la préfecture ne me ferait aucun cadeau. L'idée de me retrouver en situation irrégulière, de devoir me cacher, était une peur viscérale, presque aussi forte que celle de l'échec. Je n'avais pas le temps de pleurer sur mon sort. Je devais agir, et vite. J'ai passé la journée entière à faire des plans, assise à la petite table de ma cuisine qui me servait aussi de bureau. Ouvrir une boutique était impossible, une pure fantaisie. Je n'avais ni l'argent, ni les contacts, ni les autorisations nécessaires. L'idée était de commencer petit, si petit que personne ne pourrait m'arrêter. J'allais utiliser ma seule ressource, mon savoir-faire. J'ai décidé de me concentrer sur une seule chose, la meilleure que je savais faire, les cornes de gazelle de ma grand-mère. Sa recette était unique. La pâte était si fine qu'elle en devenait translucide après cuisson, et la farce aux amandes était parfumée à l'eau de fleurs d'oranger distillée maison, que ma mère m'envoyait du Maroc dans des petits flacons. C'était un produit de luxe,
un bout de mon héritage. Avec mes dernières économies, je suis allée faire les courses. Pas dans un supermarché, mais dans les petites épiceries du quartier de la Guillotière. Là où je pouvais trouver les meilleures amandes, le miel le plus pur, et où je pouvais parler ma langue maternelle avec les vendeurs. Rien que le fait de choisir mes ingrédients moi-même, de sentir les amandes dans mes mains, de négocier le prix du miel, m'a redonné un sentiment de contrôle que j'avais perdu. En rentrant dans mon studio, les bras chargés de sacs, je n'étais plus une victime. J'étais une artisane. J'ai passé la nuit entière à cuisiner. Ma petite cuisine s'est transformée en un sanctuaire. Le silence de la nuit n'était brisé que par le bruit du mortier où je broyais les amandes et par le murmure de la radio. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. L'odeur de la fleur d'oranger et de l'amande grillée a chassé celle de l'eau de javel de mes souvenirs. Je n'étais plus en train de nettoyer les outils des autres. J'étais en train de créer avec les miens. Au petit matin, j'avais devant moi une centaine de cornes de gazelle, parfaitement formées, dorées juste comme il fallait. Elles étaient ma petite armée, prête à partir à la conquête de Lyon. Mais comment les vendre ? Je n'avais pas de vitrine. J'ai pensé aux réseaux sociaux. J'ai même créé une page Instagram avec des photos prises avec mon vieux téléphone. Mais ça allait prendre du temps, trop de temps. J'avais besoin d'argent maintenant. L'idée m'est venue comme une évidence. Le marché, plus précisément, le grand marché de la Croix-Rousse, qui se tenait plusieurs fois par semaine. C'était un lieu de vie, un endroit où les Lyonnais venaient chercher des produits de qualité. Le lendemain, le cœur battant, j'ai rempli quelques jolies boîtes avec mes gâteaux, j'ai mis un petit mot écrit à la main expliquant l'histoire de la recette de ma grand-mère, et j'y suis allée. Je n'avais pas de stand, bien sûr. J'étais terrifiée. J'ai trouvé une petite place sur les marches d'un escalier, un peu à l'écart de l'agitation. J'ai posé mes boîtes ouvertes sur mes genoux. Je me sentais misérable, presque comme une mendiante. Les gens passaient devant moi, me jetant à peine un regard. Pendant 1 heure, rien. Le doute a commencé à s'installer. C'était une idée stupide. J'étais ridicule. J'étais sur le point de tout remballer et de rentrer chez moi pour pleurer quand une femme âgée, avec un panier en osier et un regard bienveillant, s'est arrêtée devant moi. « Ça sent bon par ici, ma petite. Ça sent le pays », m'a-t-elle dit avec un léger accent qui chantait le soleil. Elle a regardé mes gâteaux. « Ce sont des vrais, ça ? Pas celles de l'industrie ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle en a pris une, l'a observée, puis l'a goûtée. Ses yeux se sont fermés un instant. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. C'est exactement le goût de celle que faisait ma mère à Alger. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Combien tu vends la boîte ?» J'ai bafouillé un prix, presque au hasard. Elle a souri. « Donne-m'en 2. » Elle a sorti son portefeuille et m'a tendu un billet. C'était ma première vente, mon premier client. Cet argent, ce n'était pas juste un billet. C'était une validation. C'était la preuve que mon savoir-faire avait de la valeur. Avant de partir, la vieille dame s'est penchée vers moi. « Tu ne peux pas rester sur les marches, ma fille. Les contrôleurs vont te chasser. Va voir là-bas, au bout du marché. Parle avec Youssef, le vendeur d'olives. Dis-lui que tu viens de la part de Fatima. Il te laissera peut-être un petit coin de sa table. » Ce conseil, ce nom, ce geste de solidarité d'une inconnue a été comme un rayon de soleil perçant les nuages. Je n'étais plus complètement seule. Armée de ce nouvel espoir, j'ai emballé le reste de mes gâteaux et je suis partie à la recherche de Youssef, le vendeur d'olives. Trouver Youssef n'a pas été difficile. Son stand était une explosion de couleurs et d'odeurs. Des montagnes d'olives vertes et noires, des bocaux de citron confit, des pyramides d'épices. C'était un morceau du Maghreb au cœur de Lyon. Youssef était un homme d'une 50aine d'années, le visage buriné par le soleil et le sourire facile. Il était occupé à servir une cliente, plaisantant avec elle tout en pesant ses olives. J'ai attendu, le cœur battant, me sentant petite et insignifiante à côté de son stand si bien établi. Quand son client est parti, je me suis approchée timidement. « Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Fatima m'envoie. » À la mention de ce nom, son visage s'est éclairé. « Ah, Fatima, la reine du couscous, qu'est-ce qu'elle veut encore, me voler ma recette de tapenade ?»
Il avait une voix chaude et rocailleuse. J'ai souri, un peu plus détendue. Je lui ai expliqué rapidement ma situation, sans entrer dans les détails humiliants de mon licenciement. Je lui ai juste dit que j'étais pâtissière, que je venais de me lancer et que je cherchais un endroit pour vendre mes gâteaux. Pendant que je parlais, je lui ai tendu une de mes boîtes. Il l'a ouverte, a reniflé l'arôme qui s'en échappait et a pris une corne de gazelle. Il l'a examinée sous toutes les coutures, en connaisseur, avant de la croquer. Il a mâché lentement, les yeux fermés, comme Fatima. Puis il m'a regardée. « Ma sœur, ça, c'est de l'or. Ce n'est pas un gâteau, c'est un souvenir d'enfance. » Ces mots, venant d'un commerçant expérimenté, ont eu l'effet d'un baume sur mes blessures. Il n'a pas posé plus de questions. Il a simplement déplacé une caisse d'huile d'olive et m'a dit « Mettez-toi là, ce n'est pas grand, mais c'est un début. Tu ne me dois rien. Si tu vends, tant mieux pour toi. Si tu ne vends pas, tu auras au moins essayé. » Cette générosité inattendue m'a bouleversée. J'ai installé mes quelques boîtes sur le petit espace qu'il m'avait offert. Le simple fait d'être derrière une table, et non plus assise sur des marches, changeait tout. J'avais une place. J'existais. Encouragée par sa bienveillance, j'ai commencé à proposer une dégustation aux clients qui s'arrêtaient à ça pour les olives. Beaucoup étaient méfiants au début, mais la curiosité et surtout les encouragements de Youssef qui lançait des « Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles » finissaient par les convaincre. Et à chaque fois, la réaction était la même. Une surprise, un silence, puis un sourire. Le goût authentique faisait tomber les barrières. Ce jour-là, en moins de 2 heures, j'ai vendu tout mon stock. Je suis rentrée chez moi avec les poches pleines d'argent liquide et la tête pleine d'espoir. Les semaines suivantes ont suivi ce nouveau rythme. Je passais mes nuits à cuisiner dans mon studio, qui était devenu un véritable petit atelier clandestin, et mes journées sur le marché, à côté de Youssef. Il est devenu mon mentor, mon protecteur. Il m'a appris les ficelles du métier. Comment parler aux clients, comment présenter mes produits, comment ne pas me faire avoir par les fournisseurs. Il me donnait des conseils, m'encourageait quand j'étais fatiguée et me préparait un thé à la menthe bien chaud les matins de grand froid. J'ai commencé à me faire une petite clientèle d'habitués. Des gens qui revenaient chaque semaine, parfois juste pour discuter un peu. Il y avait Fatima, bien sûr, mais aussi un professeur d'université qui achetait une boîte pour sa femme, une jeune étudiante qui s'offrait un petit plaisir après ses examens, et même des touristes curieux. Ma page Instagram commençait aussi à décoller doucement, grâce aux bouche à oreille. Je postais des photos de mes gâteaux, mais aussi de mes mains en train de travailler la pâte, pour montrer le côté artisanal. Cependant, tout n'était pas simple. Mon statut administratif restait une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Mon titre de séjour allait expirer dans quelques mois, et sans contrat de travail, je n'avais aucune chance de le renouveler. Je gagnais de l'argent, mais tout était au noir. Je n'avais aucune existence légale en tant que travailleuse. Chaque fois que je voyais une voiture de police, mon cœur s'arrêtait de battre. Je vivais avec la peur constante d'un contrôle, que ce soit sur le marché ou dans la rue. Un soir, Youssef m'a prise à part. « Kenza », m'a-t-il dit d'un ton sérieux. « Ce que tu fais, c'est bien pour commencer. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Tu as du talent, un vrai don. Tu dois te déclarer, créer ta propre entreprise, devenir une chef d'entreprise. » L'idée m'a terrifiée. Les démarches administratives, les impôts, les régulations. C'était un monde que je ne connaissais pas, un labyrinthe conçu pour vous perdre. Je n'y arriverai jamais, Youssef. C'est trop compliqué pour moi. Il a posé sa main sur mon épaule. Tu es arrivé ici seul, sans rien. Tu as survécu à un patron qui t'a humilié. Tu as monté ton petit commerce à partir de rien, dans ta cuisine. Et tu me dis que tu as peur de quelques papiers. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et tu n'es plus seule. Ces mots m'ont donné le courage qui me manquait. Il avait raison. J'avais surmonté le pire. Il était temps d'arrêter de me cacher et de construire quelque chose de solide, de légal. Le lendemain, j'ai pris mon premier rendez-vous à la chambre de commerce et d'industrie. C'était le début d'un nouveau combat, encore plus difficile que le premier. Entrer dans la chambre de commerce et d'industrie de Lyon
C'était comme entrer dans un autre monde. Un monde de couloirs feutrés, de portes closes et de gens en costume qui parlaient un langage que je ne comprenais pas. Statut, capital social, cabis, URSAF. J'étais complètement perdue. La femme qui m'a reçue au premier guichet m'a à peine regardée, me tendant une pile de brochures avec un air las. En sortant de là, 1 heure plus tard, j'étais encore plus découragée qu'avant. Le jargon administratif français était une forteresse imprenable. Je me suis assise sur un banc, la tête entre les mains, prête à abandonner. C'était trop pour moi. Comment pouvais-je comprendre tout ça, moi qui avais juste appris à parler aux amandes et au miel? Ce soir-là, j'ai raconté ma mésaventure à Youssef. Il a écouté patiemment, en hochant la tête. « C'est normal », a-t-il dit. « Ils ont fait ça pour nous décourager. Mais on est plus malin qu'eux. » Le lendemain, il est arrivé au marché avec un bout de papier sur lequel était écrit un nom et un numéro de téléphone. C'est ma nièce, Sarah. Elle est avocate, spécialisée dans le droit des affaires. Elle aide les petits entrepreneurs comme nous. Appelle-la de ma part. Elle est jeune, mais c'est un pitbull. Elle ne lâche rien. Appeler une avocate me semblait être un luxe inaccessible, mais Youssef a insisté. Le premier conseil est gratuit. Fais-le. Avec une boule au ventre, j'ai appelé Sarah. Et pour la première fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui a su traduire le charabia administratif en langage humain. Sarah était tout le contraire des fonctionnaires que j'avais rencontrés. Elle était dynamique, directe et incroyablement encourageante. Elle m'a expliqué les différentes options, les avantages et les inconvénients du statut de micro-entrepreneur, la meilleure solution pour commencer. Elle a démystifié chaque étape, transformant la montagne infranchissable en une série de petites collines que je pouvais gravir, une par une. « Écoute, Kenza », m'a-t-elle dit à la fin de notre conversation. « Ton histoire est géniale, ton produit est excellent. Le seul obstacle entre toi et ton entreprise, c'est la paperasse. Et la paperasse, c'est mon problème, pas le tien. On va le faire. » Guidée par Sarah, j'ai passé les semaines suivantes à rassembler les documents, à remplir des formulaires interminables, à faire des allers-retours à la préfecture, à la banque, au centre des impôts. Chaque étape était une petite victoire. J'ai aussi dû trouver une solution pour mon laboratoire. Mon studio n'était évidemment pas aux normes. Sarah m'a parlé d'une chose que j'ignorais complètement. Les cuisines partagées. Des espaces professionnels que l'on pouvait louer à l'heure ou à la journée. J'en ai trouvé une à Oullins, pas très loin de chez moi. C'était un investissement, mais c'était la clé pour légaliser mon activité. Le jour où j'ai reçu mon numéro de SIRET par la poste, j'ai pleuré de joie. Ce simple numéro sur un papier officiel changeait tout. J'existais. Les douceurs de Kenza n'étaient plus un petit trafic sur un coin de table, c'était une entreprise. Cette officialisation a eu un effet immédiat. Je pouvais maintenant démarcher les commerces, les épiceries fines, les salons de thé. Avec mon statut légal et un laboratoire aux normes, j'étais crédible. J'ai préparé un petit catalogue avec de belles photos de mes pâtisseries. J'avais élargi ma gamme avec des macroutes, des gribas et d'autres spécialités marocaines. J'ai enfilé la seule veste correcte que je possédais et je suis partie faire du porte-à-porte. Les premiers refus ont été difficiles à encaisser. Certains me regardaient de haut, d'autres me disaient que la pâtisserie orientale, ça ne marche pas dans ce quartier. Mais je pensais à Monsieur Dubois, et chaque nom renforçait ma détermination. Et puis, un jour, la chance a tourné. Je suis entrée dans une petite épicerie fine très réputée du quartier d'Aîné. Le propriétaire, un homme passionné et curieux, a accepté de goûter mes gâteaux. Il a été conquis. Il a été le premier à me faire confiance, à me passer une petite commande. Le voir placer mes boîtes dans sa jolie vitrine, à côté de chocolat suisse et de confitures artisanales, a été l'un des plus beaux moments de ma vie. Grâce à lui, d'autres ont suivi. Le bouche à oreille a fonctionné à merveille dans le petit monde des commerçants lyonnais. En quelques mois, j'avais une dizaine de points de vente. Je devais travailler comme une folle, passant mes nuits dans la cuisine partagée et mes journées à livrer et à gérer les commandes. J'ai dû abandonner mon stand au marché, ce qui m'a brisé le cœur,
Mais j'ai promis à Youssef et Fatima de ne jamais les oublier. J'étais épuisée, mais je n'avais jamais été aussi vivante. Je n'étais plus dans la survie. J'étais en train de construire. J'ai pu louer un petit appartement un peu plus grand, toujours à Villeurbanne, mais avec une vraie chambre. Et surtout, grâce à mon statut d'entrepreneur, j'ai pu déposer un dossier solide à la préfecture. Le jour où j'ai reçu ma nouvelle carte de séjour, entrepreneur, profession libérale, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. J'étais enfin stable. J'étais chez moi. Avec la stabilité administrative, est venue une nouvelle forme de confiance en moi. Je n'étais plus constamment en train de regarder par-dessus mon épaule. Les douceurs de Kenza grandissaient plus vite que je ne l'aurais imaginé. J'étais arrivée à un point de rupture. Je ne pouvais plus tout faire toute seule. Les nuits blanches à cuisiner, suivies de journées de livraison à travers toute la ville, commençaient à peser lourdement sur ma santé. Je m'endormais parfois dans le métro, la tête contre la vitre, et je me réveillais en sursaut, paniquée à l'idée d'avoir manqué mon arrêt. Il était temps de franchir une nouvelle étape, celle qui me faisait le plus peur. Embaucher. L'idée d'être responsable de quelqu'un d'autre, de devoir payer un salaire à la fin du mois, était terrifiante. C'était une pression immense. Et puis, il y avait la peur de faire confiance. Après l'expérience avec M. Dubois, j'étais devenue méfiante. Et si je tombais sur quelqu'un qui ne partageait pas ma passion, qui ne respectait pas les recettes de ma grand-mère? J'en ai de nouveau parlé à Sarah, mon avocate devenue une amie. « Tu dois apprendre à déléguer, Kenza », m'a-t-elle conseillé. « Ton entreprise, c'est comme un bébé. Tu ne peux pas l'empêcher de grandir. Trouve quelqu'un de bien, forme-le et fais-lui confiance. » J'ai donc rédigé ma première offre d'emploi. Je ne cherchais pas un CV impressionnant, mais une personne passionnée, avec l'envie d'apprendre. J'ai posté l'annonce dans des écoles de cuisine, mais aussi dans des associations de quartier. J'ai reçu plusieurs candidatures, parmi elles, celle d'une jeune femme nommée Lina. Elle était d'origine algérienne, avait grandi dans la banlieue lyonnaise et venait de terminer un CAP en pâtisserie. Ce qui m'a touchée dans sa lettre de motivation, c'est qu'elle ne parlait pas de technique, mais d'émotion. Elle écrivait « Pour moi, la pâtisserie, c'est la seule façon que j'ai trouvée de dire « je t'aime » sans parler. » J'ai su que c'était elle. L'entretien a confirmé ma première impression. Lina avait une lueur dans les yeux, la même que j'avais eue à son âge. Je lui ai raconté mon histoire, sans phare, y compris l'épisode avec M. Dubois. Je voulais qu'elle comprenne les valeurs de mon entreprise. Le respect, le travail acharné et l'amour du produit. Je l'ai embauchée. Les premiers temps ont été une période d'adaptation. Je devais apprendre à lâcher prise, à ne pas être constamment derrière son dos. Et elle devait apprendre mes recettes qui n'étaient écrites dans aucun livre, seulement dans mon cœur et dans le vieux carnet de ma grand-mère. Je lui ai transmis mes secrets, comme Mayema me les avait transmis. Je lui ai montré comment savoir si la pâte d'amande était assez fine, juste en la touchant, comment écouter le chant du miel qui chauffe. Lina était une élève incroyable. Elle absorbait tout avec un respect et une application qui m'émouvait. Elle est rapidement devenue bien plus qu'une employée. Elle était mon bras droit, ma confidente. Avec Lina à mes côtés dans le laboratoire, j'ai pu enfin lever la tête du guidon. Je me suis consacrée au développement de l'entreprise. J'ai investi dans un petit véhicule utilitaire d'occasion pour les livraisons, ce qui a changé ma vie. Fini les galères dans les transports en commun avec des boîtes fragiles. J'ai aussi travaillé sur un emballage plus professionnel, plus élégant. Je voulais que l'extérieur soit à la hauteur de la qualité de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon petit carnet de commandes a continué de s'épaissir. J'ai commencé à fournir les cafés de plusieurs grands musées de la ville, et même quelques hôtels de luxe qui cherchaient à proposer une touche d'authenticité à leurs clients. J'étais fière, mais je gardais la tête froide. Chaque euro gagné était réinvesti dans l'entreprise. Je continuais à vivre simplement, dans mon appartement de Villeurbanne. 1 an après l'embauche de Lina, une opportunité incroyable s'est présentée. L'épicerie Fine d'Ainay, mon tout premier client, m'a contacté. Le propriétaire partait à la retraite et cherchait un repreneur pour son local. Un local magnifique, dans l'un des plus beaux quartiers de Lyon. Il m'a proposé de le racheter en priorité,
avant de le mettre sur le marché. « Je ne vois personne d'autre que toi ici, Kenza, » m'a-t-il dit. « Tu as la même philosophie que moi, l'amour du bon produit. » Mon rêve de petite fille, celui d'avoir ma propre boutique, que j'avais cru enterrer pour toujours après mon licenciement, venait de refrapper à ma porte. Mais le prix était exorbitant. Tout ce que j'avais économisé ne représentait qu'une petite fraction de la somme demandée. C'était un saut dans le vide, un risque immense. J'allais devoir m'endetter pour des années. J'ai passé des nuits entières à étudier mes chiffres, à faire des prévisions, à douter. Étais-je prête pour ça ? Étais-je à la hauteur d'un tel emplacement ? La peur de tout perdre, de me retrouver à la case départ, était immense. Mais l'envie de réaliser mon rêve l'était encore plus. Après avoir consulté Sarah, qui a négocié le prix comme une lionne, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai dit oui. J'allais avoir ma propre pâtisserie. Le processus pour obtenir le prêt bancaire a été un véritable parcours du combattant. J'ai dû monter un dossier d'affaires plus épais qu'un dictionnaire, détaillant chaque aspect de mon projet, de mes prévisions de vente à ma stratégie marketing. Je me suis présentée devant plusieurs banquiers. Les premiers rendez-vous ont été décourageants. Je voyais bien dans leurs yeux qu'ils étaient sceptiques. Une jeune femme, immigrée, avec un projet de pâtisserie orientale dans un quartier aussi chic, j'ai senti le même type de condescendance polie que j'avais connu avec Monsieur Dubois. On me posait des questions sur la viabilité du concept, si les goûts ethniques allaient plaire à la clientèle locale. Chaque question était une petite pique qui remettait en question ma légitimité. Mais je n'étais plus la jeune femme timide et effrayée de mes débuts. J'avais appris à me battre. Je connaissais mes chiffres par cœur. Je croyais en mon produit et je pouvais argumenter pendant des heures sur la qualité de mes amandes et la finesse de ma pâte. Finalement, j'ai trouvé une conseillère bancaire, une femme, qui a regardé au-delà des stéréotypes. Elle a étudié mon parcours, mes bilans, et elle a vu le potentiel. Elle a cru en moi. Le jour où elle m'a appelé pour me dire que le prêt était accordé a été l'un des plus intenses de ma vie. Je suis sortie de la banque en tremblant. Je me suis assise sur la première marche que j'ai trouvée et j'ai respiré profondément. J'allais être propriétaire de mon propre commerce. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de travaux, de stress et de décisions. Je voulais que la boutique soit un écrin pour mes créations. J'ai travaillé avec un jeune architecte pour créer un espace qui soit à la fois moderne et chaleureux, un pont entre Paris et Casablanca. Nous avons mélangé des matériaux bruts comme le bois clair et le laiton avec des touches de zélige marocain que j'ai fait venir spécialement. Je voulais que les clients, en entrant, fassent un voyage. Je me suis impliquée dans chaque détail, du choix des luminaires à la couleur du mur derrière le comptoir. Pendant ce temps, avec Lina, nous avons travaillé sur une nouvelle gamme de pâtisseries, plus élaborée, qui mélangerait la technique française que j'avais tant étudiée de loin avec les saveurs de mon enfance. Nous avons créé des dômes de mousse à la pistache avec un cœur coulant à la fleur d'oranger, des tartelettes au citron revisitées avec une touche de gingembre confit, des financiers aux amandes et à l'huile d'argan. C'était l'accomplissement de mon rêve initial. La veille de l'ouverture, je suis restée seule dans la boutique. Tout était prêt. Les vitrines étaient remplies. L'odeur de la cire et de la pâtisserie fraîche flottait dans l'air. La lumière douce des suspensions mettait en valeur chaque gâteau, qui brillait comme un petit bijou. Le nom de ma boutique, Les Douceurs de Kenza, était inscrit en lettres de laiton élégantes sur la devanture. J'ai retracé mon parcours dans ma tête. Le petit studio de Villeurbanne, le seau et la serpillière, les larmes sur le sol froid, la première vente sur les marches du marché de la Croix-Rousse, les nuits blanches dans la cuisine partagée. Chaque étape, chaque humiliation, chaque petite victoire m'avait menée ici, à ce moment précis. Je n'avais volé personne, je n'avais trahi personne. J'avais simplement travaillé, avec mes mains et mon cœur. Le jour de l'inauguration, tous mes amis étaient là. Youssef, Fatima, Sarah, mes premiers clients fidèles du marché, les commerçants du quartier. La boutique était pleine à craquer. Les gens s'émerveillaient devant les gâteaux, me félicitaient. J'avais embauché 2 vendeuses pour m'aider, et Lina, qui portait pour la première fois une veste de chef pâtissière brodée à son nom,
était rayonnante de fierté derrière le comptoir. J'étais tellement submergée par l'émotion que j'avais du mal à parler. Youssef m'a prise dans ses bras. « Tu vois, ma fille » m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Je t'avais dit que tu avais de l'or dans les mains. Maintenant, tout le monde peut le voir. » Le succès a été immédiat, dépassant toutes mes espérances. Les articles dans la presse locale ont commencé à affluer, parlant de cette nouvelle pépite qui mariait avec brio les traditions. Le bouche à oreille a fait le reste. La boutique ne désemplissait pas. Nous avons commencé à attirer une clientèle qui venait de loin, juste pour goûter nos créations. J'ai dû embaucher 2 autres pâtissiers pour aider Lina, qui était devenue une véritable chef, gérant l'atelier d'une main de maître. Mon rôle avait changé. Je n'étais plus seulement une artisane, j'étais devenue une chef d'entreprise. Je gérais les stocks, la comptabilité, le personnel, la communication. C'était un apprentissage constant, mais j'aimais ça. 1 an après l'ouverture, l'entreprise était florissante. Je m'étais versé mon premier vrai salaire. Un salaire qui me permettait non seulement de vivre confortablement, mais aussi d'aider ma famille au Maroc plus généreusement que jamais. J'avais remboursé Youssef au centuple pour sa gentillesse, et j'avais enfin déménagé dans un bel appartement, juste au-dessus de ma boutique. Ma vie avait radicalement changé. Pourtant, au fond de moi, je restais la même Kenza. Et je n'avais pas oublié. Je n'avais pas oublié le visage de Monsieur Dubois, ni le son de sa voix quand il m'avait crié de retourner dans mon pays. 2 années s'étaient écoulées depuis l'ouverture de la boutique. 2 années de travail acharné, de doutes, mais surtout de succès grandissant. Les douceurs de Kenza n'étaient plus seulement une pâtisserie de quartier. C'était devenu une référence à Lyon, et même au-delà. Des guides gastronomiques parlèrent de nous, des touristes mettaient à notre boutique sur leur liste de lieux à visiter. J'étais devenue, malgré moi, un success story. J'avais embauché une petite équipe pour me seconder. Un responsable administratif, une community manager pour nos réseaux sociaux et une directrice de boutique, Chloé, qui gérait le personnel de vente. J'étais une chef d'entreprise. Ma vie n'avait plus rien à voir avec celle de la jeune femme qui pleurait sur le sol de son studio. Un matin, Chloé est entrée dans mon bureau, un espace lumineux et serein qui donnait sur la rue et d'où j'aimais regarder l'agitation de ma boutique. « Kenza, j'ai besoin de ton avis », m'a-t-elle dit. On cherche toujours un vendeur expérimenté pour le week-end, quelqu'un capable de gérer notre clientèle la plus exigeante. J'ai reçu un CV qui est impressionnant. Le candidat a des décennies d'expérience dans de très grandes maisons à Paris et à Lyon. Par contre, il n'est pas tout jeune, et sa dernière entreprise a fait faillite. Il est au chômage depuis plusieurs mois. Le nom sur le CV, Gérard Dubois, ne m'a rien dit sur le moment. Dubois est un nom si commun. Fatiguée par ma matinée de comptabilité, j'ai fait confiance au jugement de Chloé. Si les bons font-le venir, on n'a pas de temps à perdre avec des préjugés, lui ai-je répondu. L'entretien a été fixé pour le lendemain après-midi. Je m'étais installée dans mon bureau, préparant mes questions. Chloé a frappé à la porte. « Madame, votre candidat est là. » Et l'homme qui est entré a fait s'arrêter le temps. Il était plus vieux, les cheveux plus gris, les épaules voûtées par la fatigue et l'échec. Mais c'était lui. C'était le même regard froid, même s'il était aujourd'hui teinté d'une lueur de désespoir. C'était Monsieur Dubois. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, si violemment que j'ai cru qu'il allait exploser. 1 millier d'émotions m'ont traversé en 1 seconde. Le choc, la rage qui remontait des profondeurs de ma mémoire, et, je dois l'avouer, une bouffée de triomphe sauvage et glaciale. Lui, ici, dans mon bureau, demandant un travail. C'était une scène que même mon imagination la plus folle n'aurait jamais pu inventer. Il ne m'a pas reconnue, bien sûr que non. Pour lui, j'étais juste Madame Kenza, la propriétaire de cette pâtisserie prospère dont tout le monde parlait. Il voyait une femme de 34 ans, élégante, assise derrière un grand bureau design, mais il ne voyait pas la petite Marocaine de 24 ans qu'il avait humiliée 10 ans plus tôt. Le passé était un fantôme invisible, présent seulement pour moi. Il s'est assis en face de moi, mal à l'aise dans son costume un peu usé,
Il a commencé son discours d'une voix humble que je ne lui connaissais pas. Il m'appelait « Madame » avec un respect forcé. Il a déroulé son parcours, a parlé de sa passion pour la grande pâtisserie française, puis a expliqué avec des mots choisis la faillite de sa boutique, la pâtisserie du bois. Une mauvaise gestion, a-t-il admis. Je n'ai pas su prendre le virage de la modernité. J'écoutais, le visage neutre. Mais à l'intérieur, c'était un volcan. Chaque mot qu'il prononçait ravivait les braises de l'humiliation. J'avais le pouvoir absolu. Je pouvais le détruire d'une seule phrase. Je pouvais me pencher en avant et lui murmurer « Retournez dans votre pays, monsieur Dubois ». J'imaginais son visage se décomposer. La honte, la réalisation. La tentation était immense, presque douloureuse. Ce serait ma vengeance, ma juste revanche. Le faire sortir de mon bureau, brisé, comme il m'avait jeté dehors. Je savourais déjà cette victoire. Mais alors que je m'apprêtais à parler, j'ai vraiment regardé l'homme en face de moi. Je n'ai plus vu le tyran de mes souvenirs. J'ai vu un homme fini, un homme qui avait tout perdu, son prestige, sa fierté, et qui était réduit à supplier pour un simple poste de vendeur. Et dans ses yeux, j'ai vu une peur que je connaissais trop bien, la peur de ne plus être capable de payer ses factures. Cette lueur de peur dans son regard a tout changé. Le feu de la vengeance qui brûlait en moi a commencé à vaciller, remplacé par une pensée froide et claire. Si je l'humiliais, si je le jetais dehors, que se passerait-il ? J'aurais 5 minutes de satisfaction amère. 5 minutes où je me sentirais puissante. Et après, je serais simplement devenue comme lui. J'aurais utilisé mon pouvoir pour écraser quelqu'un de plus faible. La voix de ma grand-mère a de nouveau résonné en moi. Ce n'est pas le four qui est trop chaud. C'est toi qui n'as pas encore appris à danser avec le feu. Le feu, ce n'était pas seulement l'épreuve. C'était aussi la colère, la haine. Et j'ai compris que la plus belle façon de danser avec ce feu n'était pas de le jeter au visage de mon ennemi, mais de l'utiliser pour construire quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. J'ai pris une décision qui, une seconde auparavant, m'aurait semblé impossible. J'ai pris une longue inspiration et j'ai dit, d'une voix parfaitement calme, « Monsieur Dubois, votre expérience est en effet impressionnante. Vos compétences techniques en vente de produits de luxe sont exactement ce que nous recherchons pour ce poste. » Il a relevé la tête, un éclair d'espoir dans les yeux, n'osant y croire. J'ai continué, en le regardant droit dans les yeux, pesant chaque mot. Cependant, avant de vous faire une proposition, je dois être très clair sur la culture de notre entreprise. Ici, nous avons une règle d'or, une seule, mais elle est non négociable. Chaque personne qui travaille ici, de ma chef pâtissière à la personne qui fait le nettoyage, est traitée avec un respect absolu. Nous nous appelons tous par notre prénom. Il n'y a pas de « ma petite », pas de « la jeune fille », et certainement aucune remarque sur les origines des uns et des autres. Nous considérons que la diversité de notre équipe est notre plus grande richesse, pas un sujet de moquerie. Pensez-vous pouvoir travailler dans ces conditions ? Pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Le brouillard de l'ignorance a commencé à se dissiper. Il m'a dévisagé, a vraiment regardé mon visage pour la première fois, et j'ai vu le moment précis où la connexion s'est faite. Un frisson a parcouru son corps. Son visage est devenu livide. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il venait de comprendre. Il venait de réaliser qui j'étais et où il était. Il était complètement à ma merci. Son regard a fui. Il s'attendait au coup de grâce, à la phrase qui allait l'achever. Mais la phrase n'est pas venue. Il a simplement vu face à lui une femme calme et déterminée, qui venait de lui offrir un travail. Il a baissé la tête, et d'une voix à peine audible, brisée par la honte, il a murmuré « Oui, oui, madame, j'ai compris. » Monsieur Dubois a commencé à travailler pour moi la semaine suivante. Les premiers jours étaient d'une tension palpable. Il était un employé modèle,
presque trop parfait, n'osant croiser mon regard. Il m'appelait Madame Kenza, avec une déférence quasi militaire. Il a vu Lina, ma chef pâtissière, diriger son équipe avec une autorité naturelle. Il a servi des clients de toutes les origines. Il travaillait désormais pour moi. Chaque matin, il se levait pour venir vendre les gâteaux inspirés de cette culture folklorique qu'il avait tant méprisée. C'était ça, ma véritable revanche. Pas une explosion de colère, mais une réalité quotidienne, silencieuse et implacable. Il n'était pas mon ennemi, il était juste un employé, et le témoin permanent de ma réussite. Il n'était qu'un chapitre de mon histoire, mais le livre, c'est moi qui l'avais écrit. Cette histoire, ce n'est finalement pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de justice. Et la plus belle des justices, c'est celle que l'on construit soi-même, brique par brique, avec ses mains, sa sueur et son cœur. Quelle est la plus grande injustice que vous ayez eu à affronter, et comment l'avez-vous transformée en force? J'aimerais beaucoup lire vos histoires en commentaire. Si mon parcours vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Peut-être donnera-t-elle à quelqu'un d'autre le courage de construire sa propre justice.